Salut à tous, ici Abba the First. Aujourd'hui, on va parler du combat qui a fait couler beaucoup d'encre. Hamza Chimaev contre Dricus du Plessis, UFC 319, la main card. La carte principale de l'UFC 319, Hamza Chimaev, Dricus du Plessis. Hamza Chimaev a contrôlé tout le match, dominé tout le match. Comme bien sûr, il y a eu l'opposition de Dricus du Plessis. Il n'a pas été terminé comme tous les autres adversaires de Hamza Chimaev. Mais quand même, on voyait qu'il était à bout à la fin du match, il n'en pouvait plus. Comment Hamza Chimaev a lessivé Dricus du Plessis. Parce que là, on voyait que à la fin du combat, Dricus du Plessis, il n'en pouvait vraiment plus. Comment il a fait? Comment il a gagné le combat? La réponse est très simple. Hamza Chimaev a utilisé une technique qui existait depuis longtemps. Comme un combattant qui utilisait beaucoup, c'est GSP. Ça veut dire que GSP, lorsqu'il affronte quelqu'un qui est bon en boxe, il va amener le combat au sol. Il va lutter la personne. Il va lutter, il va l'accrocher, il va la coller à la cage, il va maintenir au sol. Lorsque GSP rencontre quelqu'un qui est bon au sol, il va tenir le combat debout parce qu'il va pouvoir défendre tous les amener au sol et pouvoir défendre et pouvoir se relever à chaque fois. Donc, Hamza Chimaev et Kamaru Ousmane aussi faisaient la même chose. Sauf qu'il y a une nuance. La lutte, c'est extrêmement épuisant. Donc, peu importe quel genre de personne tu rencontres, même s'il est bon au sol, si tu l'amènes souvent au sol, les amener au sol vont l'épuiser. Beaucoup de gens qui sont très forts en jiu-jitsu brésilien ne sont pas très forts en lutte. C'est-à-dire que lorsque tu luttes avec eux, ils vont s'épuiser rapidement. Ils vont préférer se coucher pour faire du jiu-jitsu brésilien. Vous voyez bien le combat de Hamza Chimaev contre Gilbert Burns. Dès que Hamza Chimaev ramenait Gilbert Burns au sol, le gars il se laissait tomber, il résistait même pas. Il se laissait tomber, il prenait Hamza Chimaev dans sa garde et il commençait à faire la garde en cas du K-guard ou bien il commençait à attaquer depuis la garde fermée. Hamza Chimaev a su que c'était dangereux, donc il n'est jamais rentré dans la... Dès qu'il a fait tomber Gilbert Burns une fois, et que Gilbert Burns a commencé à rentrer dans ses jambes, avec la garde en cas, la K-guard, il a arrêté, il s'est dit, j'aime pas ça, il va en faire un heel hook. Donc il a reculé immédiatement. Hamza Chimaev n'a plus essayé de l'amener au sol Gilbert Burns, parce qu'il y avait un énorme danger sur le plan du jiu-jitsu brésilien. En ce qui est du Duplessis, Dricus du Plessis fait du jiu-jitsu brésilien depuis qu'il est tout petit. Comme vous pouvez aller voir sur internet des vidéos de lui quand il était ceinture blanche, ceinture bleue, je pense, à des compétitions de jiu-jitsu brésilien. Et même récemment, il en a fait une compétition où il a affronté une équipe de Gracie Barra et il a gagné comme 4 sur 5 combats avec un étranglement. Soit une guillotine, soit un étranglement arrière à main nue. Donc, il est plutôt bien en jiu-jitsu brésilien. Cependant, il n'a pas une très grande souplesse. Il n'a pas la souplesse de Gilbert Burns. Lorsqu'on est souple en jiu-jitsu brésilien, on peut attaquer les jambes de son adversaire. Dès qu'on peut attaquer les jambes de son adversaire, il aura pas tendance, comme ça sera très difficile de mettre. C'est difficile de maintenir quelqu'un au sol quand il vous rentre dans les jambes. C'est très très difficile. Et Dricus du Plessis là, aucunement fait une garde en cas, par exemple. La K-guard, il n'a pas utilisé la K-guard. Dès que quelqu'un t'amène au sol et que tu fais la K-guard, tu commences à menacer de rentrer dans ses jambes. Inconsciemment, le gars va reculer. Inconsciemment, le gars va, euh, comment on dit ça? Il va avoir un mouvement vraiment soudain de recul. Il va avoir peur. Parce que les attaques de jambes sont très dévastatrices au jiu-jitsu brésilien. Lorsque quelqu'un est très fort comme Dricus du Plessis, dès qu'il va attraper ta jambe, ça sera game over. Il n'y aura rien à faire. Cependant, Dricus du Plessis n'a pas utilisé ce K-guard là. Je pensais qu'à un certain moment, comme au premier round, je me suis dit, ok, Hamza Chimaev sur le takedown, le double leg, comme dit les premières 5 secondes du combat, Hamza Chimaev a ramené du Plessis au sol. Durant les premières 5 secondes. Et les premières 10 secondes, il a rangé un coup de pied droit au début. Puis, il a fait un double leg. Et en tombant en atterrissant du double leg, comme en tombant, en amenant au sol du double leg, il a passé la garde directement. Passer la garde, ça veut dire passer les jambes. La garde, c'est les jambes de la personne. Passer les jambes de la personne et aller en contact poitrine contre poitrine. On appelle ça chest to chest en anglais. On appelle ça le kesagatame ou le side control ou le contrôle latéral en français.
Dès qu'il a mis Dricus du Plessis au sol, il s'est retrouvé en contrôle latéral. Et il s'est retrouvé ensuite en crucifix. Le crucifix, c'est une position extrêmement dangereuse parce qu'on n'a plus nos bras pour défendre. Le contrôle latéral, quelqu'un va contrôler un de nos bras avec sa tête et son bras, et l'autre bras avec ses deux jambes. Ça veut dire qu'il peut nous cogner avec un de ses bras et nous, on n'a rien pour défendre. Et lorsque Hamza Chimaev était au sol avec Dricus, il a donné des coups vraiment légers à Dricus pour le faire réagir. Et Dricus est tombé dans le panneau. Il a réagi, il a bougé sa tête et il a fini par bouger son bras et Hamzat l'a pris dans le crucifix. Et Hamzat l'a pris dans des crucifix énormément de fois. C'est incroyable à quel point il l'a gardé dans le crucifix longtemps et chaque fois il le prenait dans le crucifix. En fait, c'est pas parce qu'il ne savait pas comment sortir de cette position-là de du Plessis, c'est qu'il n'avait pas suffisamment d'endurance de lutte pour pouvoir sortir de ces positions-là. Comme on dit, le cardio en lutte, c'est très important. La lutte, c'est quelque chose de très intense. Tu dois exploser, exploser, exploser. Comme tu dois faire plusieurs sprints de façon consécutive. C'est très éreintant. Ça enlève beaucoup de cardio. Si tu n'as pas, comme Merab Dvalishvili l'a prouvé avec Ousmane, dans Oumar Nurmagomedov et Merab Dvalishvili, vous avez vu dans le combat, les deux combattants étaient à égalité au début, mais au bout du deuxième, troisième round, Merab a commencé à accélérer, à faire plus d'actions. Donc l'autre doit défendre plus d'attaques. Et plus tu défends d'attaques, ben, plus tu te fatigues. Et si ton adversaire ne ralentit pas et qu'il continue à lancer des attaques, tu vas finir par t'épuiser parce que tu n'auras pas suffisamment de temps pour récupérer. Il va juste attaquer, attaquer. Tu seras en train de défendre tellement de choses que ça va t'épuiser. C'est exactement ce que Hamzat a fait. Il va te prendre et il mettait pas beaucoup de... Il a mis beaucoup de coups. Par exemple, Hamza Chimaev, il a mis 517 coups contre 47 et 49 coups pour Dricus du Plessis. 517 contre 49. La différence est énorme. Mais ces 517 coups, ce n'est pas des coups violents. C'est juste des petits coups pour te faire réagir. Juste pour te faire dire, OK, il est là, il m'attaque. C'est pas comme s'il était là en rien fait. Il donne des coups, mais c'est des coups légers. Il était focalisé à 100% sur la lutte. En garder son partenaire au sol. Et il a bien réussi. Si tu n'as pas beaucoup de cardio, tu ne pourras pas survivre à un lutteur. Georges Saint-Pierre faisait la même chose avec ses adversaires. Kamaru Ousmane fait la même chose avec ses adversaires. Il te frappe 1-2, il plonge dans tes jambes, il t'amène au sol et il commence à faire le grand impact. Si tu n'es pas très dangereux au sol, ça ne va pas dissuader tes adversaires de t'amener au sol. Si tu n'es pas très très fort au sol, dans le fait de t'extirper du sol, ça ne va pas dissuader tes adversaires de t'amener au sol. Ils vont chaque fois essayer de t'amener. Et Dricus du Plessis, il ne shootait pas lui non plus parce qu'il était trop occupé à défendre. Comme on dit, lorsque vous êtes dans un lutteur et qu'il commence à shooter, ça veut dire à se jeter sur vos jambes pour vous faire des takedowns, vous amener au sol. La meilleure chose à faire est de contre-attaquer. C'est pas juste défendre, comme il va shooter, je vais défendre, mais moi aussi je vais shooter. Ça veut dire qu'au lieu qu'il soit juste en train de penser à comment il va vous faire tomber, il aura aussi à penser à se défendre. Dricus du Plessis voulait juste échanger à la boxe. Et Hamzat l'entendait pas de cette oreille. Il a juste, chaque fois qu'il donne un coup, c'est juste pour shooter dans les jambes. Je pensais qu'à un certain moment, Dricus du Plessis allait le comprendre et allait lui aussi se jeter dans les jambes de Hamzat pour pouvoir au moins avoir un avantage. Pour au moins peut-être le coller contre la cage et commencer à l'user. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Il était trop fatigué. Hamza Chimaev avait non seulement beaucoup de force, mais beaucoup d'endurance. Là, c'est la pire combinaison pour en face. C'est la pire combinaison. D'habitude, quand soit le gars est très fort, soit il est très endurant. S'il est fort et endurant, là, vous êtes dans le beau drap. Surtout dans le domaine de la lutte. Dricus du Plessis s'est fait immobiliser au sol. On appelle ça faire un pin. Ça veut dire l'immobiliser au sol. Le crucifix, c'est une position de pin. Le contrôle latéral, c'est une position de pin. Il s'est fait énormément immobiliser, piner au sol. En contrôle latéral, side control ou kesagatame ou en crucifix. Et à un certain moment, Hamzat va bondir pour le dos, pour attraper le dos. Parce qu'il va passer en montée. Hamzat va passer en montée. Et il va commencer à lancer des coups de coude, des coups de poing. Dricus du Plessis va voir venir le feu. Comme s'il restait là, il allait prendre trop de coups, il allait finir par se faire terminer. Donc il a tourné son dos à son adversaire.
pour avoir une chance de s'échapper en donnant l'opportunité à son adversaire de l'étrangler avec un étranglement arrière à main nue. Rien qui choke. Mais Hamzat Chimaev, comme quand il va donner son dos, Hamzat Chimaev va sauter sur la soumission. Mais Dricus du Plessis, comme il est très fort, il va réussir à passer par en dessous de Hamzat et à s'en sortir. Ça, c'était vers le 5e round. Il va 5e round vers la 3e minute ou 4e minute. Et quand il va passer par en dessous, il va attaquer lui aussi son étranglement arrière à main nue. Sauf que comme il était fatigué avec toute l'usure que Hamzat a mis en place, c'est le 5e round, comme tu voyais qu'il n'en pouvait plus, il n'a pas pu terminer l'étranglement. Il n'avait plus autant de force. Et en tombant, il va essayer de prendre ce qu'on appelle un arm in guillotine. Une guillotine avec, une guillotine, avec le bras de l'adversaire. C'est comme un triangle inversé. Un triangle de bras inversé. Arm in guillotine. Il va essayer ça aussi, mais il était trop brûlé. Et Hamzat va réussir à s'échapper et à continuer le travail de sape. Il va saper tout le game plan de Dricus du Plessis. Je pense que Dricus du Plessis n'était pas. Je sais pas s'il n'était pas prêt. Je me dis, bon, affronter Hamzat, c'est un lutteur, il a lutté toute sa vie. Il a été champion national en Suède. C'est quand même quelqu'un, un adversaire redoutable. Peut-être qu'il va focaliser beaucoup d'attention sur le cardio de la lutte. Je pensais que Dricus allait focaliser beaucoup d'attention sur son cardio. Contre un lutteur, la meilleure stratégie, c'est de focaliser sur son cardio. Ne pas se focaliser sur le fait de, comme les gens vont dire, si tu dois affronter un lutteur, tu préfères passer du temps à apprendre la lutte ou à faire du cardio. Moi, je préfère faire du cardio. Si tu arrives à le suivre, même si tu ne sais pas quoi faire, ton adversaire peut te shooter des mots. Il dit, ok, mets ton pied à droite, mets ton pied à gauche, là, lève-toi, là, pousse-le. Si tu as du cardio, tu pourras faire ces choses-là. Mais s'il est sur toi, il est fort, il est puissant et que tu es épuisé, peu importe ce qu'on te dira, tu ne pourras pas l'exécuter. Tu seras trop fatigué. On va dire, ok, là, sors les fesses. Là, monte la jambe. Ici, essaie d'aller pour le omoplata, ça va le déséquilibrer, tu pourras prendre son dos. Toutes ces choses-là, même si tu l'entends, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas l'exécuter parce que tu es trop fatigué, tu es trop épuisé, tu n'as pas d'endurance. Pour affronter un lutteur, la première chose à travailler, c'est son endurance fondamentale. Et comment travailler l'endurance fondamentale? C'est faire un exercice de très faible intensité, mais sur une longue période. Par exemple, on va faire courir tranquillement, tranquille, on court tranquillement, mais pendant 30 minutes à 1 heure, par exemple, 20 minutes à 1 heure, selon les capacités de chacun. 30 minutes à 1 heure, mais qu'on le fasse tous les jours. Si tu fais un fight camp de 15 semaines, fais 30 minutes à 1 heure de course par jour. Et surtout, ne pas trop t'entraîner en lutte. C'est vrai que la lutte MMA, c'est bien. Mais en ce combat-là, il n'y avait pas beaucoup de MMA. Il n'y avait pas beaucoup de MMA. Donc, même s'il ne s'entraînait pas en MMA, ça aurait servi à rien. Comme quand tu te bats contre Merab, par exemple, son désavantage, ça ne sera pas ton MMA. Même si tu connais toutes les techniques au monde, si tu ne peux pas le suivre parce que tu n'as pas assez de cardio, tu ne pourras rien faire. Comme quand tu te bats contre Vasil Lomachenko, l'Ukrainien Vasil Lomachenko, avec son père, ok, j'ai oublié le nom de son père, quelque chose Lomachenko, qui est son coach. Il dit, Lomachenko, c'est un pressure fighter. Ça veut dire qu'il va avoir un gros débit. Il va donner énormément de coups durant ses combats. Comme Aaron Pryor. Il donne énormément de coups. On dit qu'il enterre ses adversaires sous des gants de boxe. Il t'enterre sous des gants de boxe. Et tu vois ses coups venir beaucoup, beaucoup, beaucoup. 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 en un round. Et c'est pas forcément des coups, des gros coups, mais c'est une énorme quantité. Si tu n'as pas suffisamment de cardio, tu ne pourras pas tout défendre. Tu ne pourras pas contre-attaquer. Ou même si tu arrives à défendre la contre-attaque pour le premier round, il va te finir au bout d'une certaine période. C'est à cause de ça, entre autres, que ses adversaires abandonnent le combat. Il est capable de maintenir un gros débit pendant très longtemps. Un gros débit pendant très longtemps. Et quand tu ralentis, il commence à frapper très fort. Plus tu vas être lent, plus il va être sûr de te toucher. Donc, il va envoyer la sauce. Et tu ne pourras pas tout défendre. Aaron Pryor, c'était la même chose. Il te fonce dessus. Dès qu'on dit go, il te fonce dessus. Ou bien Emmanuel Augustus comment on dit ça? Emmanuel Augustus, le boxeur fou. Comme on appelle ça, le style Drunken Master. Je ne sais pas si vous connaissez le kung fu un peu. On dit il y a un drunken style. Quelqu'un, il va faire comme s'il buvait de l'alcool, comme s'il était sous, il va bouger bizarrement. Il y en a, on fait référence à ce style de combat-là dans plein de médiums
Jackie Chan a joué dans ce genre de rôle, Drunken Master. Il y a un film de Jackie Chan, Drunken Master. Et on se trouve cet archétype dans beaucoup de films ou même de dessins animés. Rock Lee dans Naruto contre Kimimaro. Il a bu du saké, il a commencé à devenir Drunken Master. Et Emmanuel Augustus, il lance beaucoup de coups pendant ses combats. Et quand on lui a demandé à Floyd Mayweather, c'est qui l'adversaire le plus dur que tu as affronté, il a dit Emmanuel Augustus. Pourquoi? Parce que, un, il était imprévisible et deux, il lançait beaucoup de coups. Le volume qu'il envoyait, c'était pharaonique. Il te lance énormément de coups. Énormément. Donc, si tu n'es pas prêt, si tu n'as pas de cardio pour esquiver, être en mouvement constamment et contre-attaquer, il va finir par te ruiner, il va finir par t'avoir. Et le combat de Floyd Mayweather contre Emmanuel Augustus s'est raccourci parce que Emmanuel Augustus a été coupé. Il avait une coupure qui saignait. Comme je disais, le volume qu'on va envoyer, ça sera un redoutable adversaire. Le volume. Les pressure fighters sont les fighters les plus redoutables. Ils peuvent t'envoyer énormément de volume et ils t'auront à l'usure. Comme j'ai donné plusieurs exemples. Merab Zalishvili contre Omar Nurmagomedov, vous avez vu le combat, il a complètement noyé Omar. Au début, Omar arrivait à avoir du répondant, mais au bout du deuxième, troisième, quatrième round, vous pouvez voir qu'Omar n'en pouvait plus. Au bout du cinquième round, il ne tenait même plus sur ses jambes. Il ne tenait plus sur ses jambes parce il était trop fatigué. Mirable faisait que envoyer. Il shoot pour un takedown. Le takedown ne fonctionne pas. Il envoie des droites, des gauches, il le suit. Il le touche, il bouge, il le touche, il le lutte. Il le coince contre la cage, il l'amène au sol. Tout cela, ça épuise. C'est exactement la même stratégie que Hamzat a utilisée. Comment vous pouvez l'implémenter dans votre propre jeu? Comme j'ai dit, faire un exercice de faible intensité mais sur une longue durée. Moi, par exemple, ce que je faisais, c'est le matin, je vais faire, je sais pas, 15, 20 ou 30 minutes de course à faible intensité. Et chaque fois que j'aurai un petit temps durant la journée, je vais faire une petite course. Quand j'étais à l'université, par exemple, pour me déplacer d'un bâtiment à l'autre, j'y allais au pas de course en trottinant. Ça me faisait 5 minutes de trottinage, 10 minutes de trottinage. Et à la fin de la journée, je me retrouvais avec, je sais pas, 1 heure 30 d'entraînement, de petites courses à pied. Et sur le long terme, ça a fini par me rendre une bête de cardio. J'ai un cardio monstrueux aujourd'hui. Comme je peux m'entraîner, comme je peux faire énormément de choses dans un round parce que j'ai le cardio et ça s'appelle l'endurance fondamentale. On ne peut pas le développer en faisant du fractionné parce que si vous faites des trucs de haute intensité, vous n'allez pas pouvoir récupérer. Si tu fais quelque chose de haute intensité, il va falloir que tu prennes 1 jour, 2 jours, 3 jours pour récupérer. Mais moi, avec mon style d'entraînement, je faisais par exemple peut-être 30 minutes ou 1 heure d'entraînement par jour, mais très faible intensité. Donc, je pouvais m'entraîner tous les jours sans interruption. Si tu t'entraînes tous les jours, tu as plus de chances tu développes plus vite ton cardio. Comme le cardio, ce qu'il développe plus, c'est le volume d'entraînement. Plus tu vas courir, plus tu vas t'entraîner. De temps en temps, j'allais nager, je courais, je faisais comme je frappais dans le sac de frappe pendant, je sais pas, 10, 15, 20 minutes. Très faible intensité, je touche le sac, je bouge, je touche le sac, je bouge, ainsi de suite. Tout cela va développer ton cardio. Toutes ces choses-là vont développer ton cardio. Faible intensité, mais sur une longue période de temps et sur le long terme surtout. C'est un engagement que vous devez prendre avec vous-même. Je vais m'entraîner tous les jours pendant, je ne sais pas combien de temps. Je vais m'entraîner 5 et je vais m'entraîner pendant 5 minutes tous les jours par exemple. Sur le long terme, vous allez voir les résultats. Je vais m'entraîner 15 minutes par jour tous les jours, mais faible intensité. Je vais faire un exercice, mais vraiment simple, mais 15 minutes par jour, mais tous les jours. 5 minutes par jour, tous les jours. Hamzat, je ne sais pas si c'est ce qu'il a fait pour avoir autant de cardio, mais lorsque quelqu'un a un cardio énorme dans un combat, ça fait la différence. Ça fait une différence notable. Vous n'allez pas pouvoir le terminer parce qu'il aura toujours la possibilité de défendre. Il aura toujours ses moyens et il récupère très rapidement. Plus tu as d'endurance, plus tu récupères rapidement.
Ça veut dire entre les rounds, pendant que l'autre aura besoin d'une minute ou 1 minute 15 ou 1 minute 30 pour récupérer, vous aurez besoin de 30 secondes et vous serez revenu à vous-même et vous pourrez recommencer à envoyer du volume. Hamzat Chimaev a gagné à l'usure. Il a lutté. La lutte, c'est extrêmement exténuant. Il a lutté. Duplessis n'a pas eu de réponse. Comme j'ai dit, si vous affrontez un lutteur, ne vous focalisez totalement pas sur la lutte. Focalisez-vous sur le cardio. Si vous avez beaucoup de cardio, vous pourrez le suivre. Et même si vous n'arrivez pas à savoir comment défendre certaines choses, le coach pourrait vous le dire et vous pourrez le faire. Comme si vous amène chaque fois au sol, c'est pas grave. Au moins, vous pourrez vous relever, vous pourrez faire des choses parce que vous ne serez pas fatigué. Mais si vous emmène au sol et que vous êtes fatigué, peu importe ce que l'entraîneur va vous crier, vous ne pouvez pas l'appliquer parce que vous êtes trop fatigué. On dit, ouais, fais ça, vous ne pourrez pas le faire. Le plus important, c'est d'avoir du cardio. Duplessis n'avait pas de cardio. Hamza, non seulement c'est un lutteur, il a lutté toute sa vie. Il est jeune, il est très fort, il est très puissant, il est très rapide. Et il était très intelligent dans ce combat. Beaucoup de gens disaient que c'était ennuyeux. Bien sûr, si tu connais pas les sports de combat, ça va être ennuyeux. Ce n'était pas spectaculaire. Il sautait pas partout, il se donnait pas des coups, pam, pam, pam. Il n'y avait pas de chaos. Mais sur le plan stratégique, technique, on voyait beaucoup de choses. Moi, je l'ai apprécié à cause de ces genres de détails-là. Hamzat, il focalisait 90% de son attention, 95% de son attention sur le fait d'immobiliser Duplessis. Dès qu'il le mettait à terre, paf, il passait la garde rapidement. Il passait la garde très vite parce qu'il sait que Duplessis a énormément de force. Il pourrait le garder entre les jambes, comme dans sa garde, et fermer la garde. Et c'est compliqué de s'en sortir. Donc, dès qu'il l'amenait au sol, il passait sa garde vite et se retrouvait en contrôle latéral. Mais comme il a beaucoup de force et comme il est bien placé, Duplessis n'a pas eu énormément de possibilités pour s'en sortir. Il aurait pu tenter certaines choses, comme j'ai dit, il y avait quelques façons de s'échapper du contrôle latéral. Mais comme Hamzat a vraiment beaucoup de force, il mettait énormément de pression. Et le combat allait durer sur 5 rounds. Duplessis voulait se pacer, ça veut dire se pacer, garder une certaine quantité d'énergie à l'intérieur de soi pour pouvoir se défendre sur le long terme. Si tu exploses tout de suite et que tu utilises tout ton cardio, tu ne seras plus en mesure de combattre pour le reste des 5 rounds. Donc, il a ralenti le rythme. Il n'a pas tout défendu, il n'est pas tout défendu de façon optimale. Il a juste essayé de survivre. Et comme chaque fois qu'il se battait contre quelqu'un, il arrivait à survivre et vers le dernier rang, les 2 derniers rangs, il arrivait à surprendre tout le monde, mettant un KO ou en mettant une soumission. Il a fait ça contre Adesanya, contre Sean Strickland et contre ses autres adversaires. Duplessis, il est très fort dans ça. On l'appelle le Jésus ou le Rambo parce que chaque fois, il arrive à s'en sortir par in extremis, comme l'expression in extremis a été créée pour lui. Duplessis, in extremis, il arrive à mettre quelque chose où tu te dis, mais comment c'est possible? Il s'est fait battre pendant 3-4 ans, mais comment il a fait pour s'en sortir? Et là, il fait un coup et celui en face ne le voit pas venir et il s'est pété la vitre. Hamzat a essayé très intelligent. C'était ennuyeux, c'est vrai. C'était ennuyeux, c'était pas spectaculaire, mais sur le plan technique et stratégique, un fake un coup de poing, takedown, contrôle latéral, et il ne tentait pas des soumissions. Il voulait juste immobiliser son adversaire au sol. Et il était couché sur la poitrine de son adversaire. Comme j'ai dit, lorsque quelqu'un est couché sur votre poitrine, vous avez un poids sur votre poitrine, ça vous permet, vous respirez moins bien. Donc, vous ne pouvez pas vous détendre. Vous ne pouvez pas vous relaxer. Parfois, lorsqu'on est couché au sol, tu te dis, ouais, c'est comme, tu prends des coups, mais tu peux respirer, tu peux reprendre ton souffle. En fait, tu ne reprends pas ton souffle parce qu'il a son poids sur ta poitrine. Donc, tu ne peux pas reprendre ton souffle de façon optimale. Tu es chaque fois à bout de souffle parce qu'il a un poids. Son poids est posé sur ta poitrine. Et il s'assure que tu ne reprends pas ton souffle parce que c'est un lutteur d'expérience. Il sait où se placer pour te faire mal. Il sait où taper. Il sait quoi faire. Et c'est très
efficaces. Et on a pu voir l'efficacité. Il mettait au sol, passait sa garde, contrôle latéral, crucifié. Et Duplessis n'avait pas de réponse. Vers les derniers rounds, il a commencé à montrer une certaine réponse, mais il était juste trop fatigué pour pouvoir appliquer quoi que ce soit. Comme j'ai dit, le cardio, c'est ce qui a manqué. S'il avait énormément de cardio, il aurait pu avoir une réponse beaucoup plus tôt. Il aurait pu appliquer plus de choses. Il aurait pu faire plus de défense, plus de choses, même si Hamzat allait le dominer, ça n'allait pas être aussi violent. Il allait pouvoir s'en sortir à plein de moments, mais la fatigue de la lutte, c'est extrêmement fatigant. C'est extrêmement fatigant. Ils vont vous tirer au sol, ils vont vous immobiliser, ils vont mettre tout son poids sur vous. Il va utiliser énormément de force. Et il y a les coups qu'il va vous donner pour vous distraire. Et il y a les tentatives d'étranglement qu'il va faire aussi. Tout ça, ça va vous stresser. Vous allez penser à plein de choses en même temps. Mais si il avait du cardio, même s'il ne savait pas forcément quoi faire, son entraîneur aurait pu lui souffler des choses. Mais si, comme il était trop fatigué, tout ce qu'on a pu lui dire, rentrer par une oreille, sortir par l'autre, parce qu'il, même s'il savait quoi faire, il ne pouvait pas le faire, justement, parce qu'il n'avait pas les moyens de le faire. Il n'avait pas les capacités athlétiques de le faire. Et aussi, la souplesse. Dricus du Plessis, il manque de souplesse comparé à Gilbert Burns. Gilbert Burns avec énormément de souplesse. Donc, pour entrer dans les jambes de son adversaire, c'est plus facile. Pour jouer la garde en cas et rentrer dans les jambes de son adversaire, c'est très facile. Et quelqu'un qui est très souple est très dangereux en jiu-jitsu brésilien. Comme Charles Oliveira, même lorsque ses adversaires le mettent au sol, ils ne sont pas sereins, ils ne sont pas en sécurité parce qu'il est en bas. Il peut faire énormément de dégâts. Je vous dis, Charles Oliveira peut faire énormément de dégâts en étant en bas. Pourquoi? Parce qu'il est souple. Quand tu es souple en jiu-jitsu brésilien, c'est une arme fatale. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Abba the First. On a parlé de l'UFC 319. Dricus du Plessis, Hamzat Chimaev. Comment Hamzat a battu Dricus du Plessis. Peace.